Frappons plus fort. TV Liberté a multiplié par 3, parfois par 5 ses audiences en un an. Nous sommes désormais une force de frappe au service de nos idéaux communs. Cette nouvelle puissance de feu, malgré les censures, s'avère indispensable pour participer au libre discernement des Français. La presse alternative française doit peser dans les choix cruciaux de demain. Avec votre aide, elle va être en capacité, ici comme d'autres ailleurs, de contrer le camp de la renonciation, le camp de la trahison. Nous avons franchi un cap. Les chiffres ne mentent pas, ils ne trompent pas. Les nouvelles émissions arrivent, la mobilisation des équipes de TVL est totale, les talents sont là. Alors que se joue comme chaque année à cette époque le budget annuel de TV Liberté, je vous demande de répondre présent à notre appel en versant un don. Rejoignez la communauté de ceux qui, selon la très belle image de Sylvain Tesson, préfèrent vivre en plein vent que de survivre dans le formol résigné face à la puissance destructrice de l'ennemi. En avant, en plein vent. Frappons plus fort. Bonjour chers amis téléspectateurs, très heureux de vous retrouver à nouveau pour une nouvelle édition de Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté. Au programme aujourd'hui, nous recevons de nouveau l'abbé Barth par téléphone, cette fois pour parler de l'actualité au Vatican qui est secouée en ce moment par le scandale Béchiou. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire qui lie des questions de pouvoir au sommet de la curie romaine d'un côté et puis des questions d'opérations financières frauduleuses. Donc évidemment, il y a tous les ingrédients pour faire un excellent feuilleton. Et donc nous allons demander à l'abbé Barth quelques éclaircissements sur cette affaire passablement embrouillée. Deuxième séquence, nous recevrons Noélia, qui est une des animatrices de l'association SOS Maman, une association de l'UNEC qui s'occupe d'aller sauver des enfants de l'avortement et qui va chercher des femmes enceintes dans les rues. Donc c'est un apostolat tout à fait unique, très courageux et de mon point de vue très fécond. Donc on va la recevoir pour parler de cette action. Et dernière séquence, comme souvent en cette période de confinement, je vous proposerai brièvement quelques conseils de lecture. Bien donc, bienvenue sur le plateau de Terre de Mission et nous commençons aujourd'hui avec l'abbé Barth que nous avions déjà la semaine dernière au téléphone. Nous l'avons de nouveau au téléphone et cette fois pour parler de quelque chose de tout à fait différent. Il y a une affaire qui remue beaucoup le Vatican qu'on appelle l'affaire Béchiou. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu, monsieur l'abbé, qui était ce cardinal Béchiou? Enfin, qui est ce cardinal Béchiou? Oui, c'est un personnage de la haute administration romaine, Giovanni Angelo Béchiou, qui a fait toute sa carrière dans la diplomatie vaticane depuis 1984. Il a été nonce à Cuba et il a été nommé en 2011 par Benoît XVI substitut pour les affaires générales à la secrétaire d'État. C'est-à-dire c'est le premier personnage après le secrétaire d'État. Et il a été confirmé par le pape François, alors que le secrétaire d'État Bertone était remplacé par Paroline. Donc c'est un homme de l'administration Bergoglio, si vous voulez. D'accord. Et de la haute administration.
Et avec la manière très caractéristique dont le pape François gouverne la curie, il a été utilisé. D'abord, il était très proche de Pietro Parolin, son supérieur. Son patron, son supérieur immédiat. Et avec lui, ils ont torpillé la réforme financière menée par le cardinal Pell. Oui. Et ils ont obtenu que le cardinal Pell soit renvoyé pour d'autres histoires, mais en Australie. Voilà, oui, pratiquement, oui, bien sûr. En tout cas, ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour le soutenir. La d'État, et notamment ceux qui relevaient de la gestion financière de Béchou, de l'audit de l'ensemble des activités financières qui avaient été ordonnées en 2016 par Pell. C'est ça. Bon, et donc, le pape les a laissés faire, a laissé écarter le cardinal Pell, qui certes était un personnage assez incommode, et de même, Béchou était donc extrêmement proche du pape, et il a servi dans l'affaire de Malte, puisqu'il a été nommé délégué général du pape pour diriger l'ordre à la place du grand maître. D'accord, ça j'avais pas en tête, ça. D'accord. Voilà, mais le tout, cette fois-ci, sans que Parolin ait eu son mot à dire. C'est toujours un petit peu compliqué. Les os sont utilisés. Les relations humaines à la curie Vaticane doivent être quelque chose d'assez sportif. C'est ça, une histoire à haut risque, par ailleurs. Ça, c'était en 2017. Là, c'est vraiment le comble de la faveur. Et puis, Roche Tarpéienne, il a... Surtout à Rome, la Roche Tarpéienne est très proche. En devenant cardinal et préfet de la congrégation pour la cause des saints. C'est assez amusant que Béchou, s'occupe de l'héroïcité des vertus des saints. Et Parolin l'a fait remplacer comme substitut pour les affaires générales, donc comme troisième personnage de l'administration vaticane, par un Vénézuélien, Edgar Peña Parra, un personnage un peu contesté, on va dire. Donc, là commencent des choses assez étranges, c'est-à-dire que les critiques contre Béchou, et notamment contre ses activités financières, se sont élevées. Oui. Et notamment cette histoire d'acquisition à Londres, là, qui est... Voilà, l'acquisition à Londres, c'est ça, où il avait engagé les finances vaticanes dans une transaction tout à fait complexe et à haut risque, en demandant à la Banque Vaticane, l'IOR, l'Institut religieuse, de verser 150 millions d'euros pour boucler un rachat final de l'immeuble énorme dans le quartier très chic de Londres. Bon, tout ça a été connu, tout le monde, connu évidemment, bien sûr du pape comme des autres. Manifestement, Parolin était là derrière, donc contre Béchou désormais. D'accord. À la manœuvre contre lui. Bon, on ne sait pas tout, je vous dis les choses comme ça, mais c'est évidemment infiniment plus compliqué. Hein. Oui, bien sûr. Puis ces affaires européennes et vaticanes sont vraiment d'une complexité, on est toujours très étonné quand on découvre l'ultime vérité. Enfin, quoi qu'il en soit, là, les ennuis ont commencé pour lui. Il y a eu une descente de la gendarmerie pontificale pour saisir les ordinateurs et les documents confidentiels dans les locaux de la section des affaires générales, c'est-à-dire chez Béchou, et enseignement, et aussi, très chose amusante, dans l'autorité des informations financières, c'est-à-dire l'organisme indépendant qui est chargé de la lutte contre le blanchiment d'argent. Des ripoux. Voilà, plus quelques exécutions sommaires, on a expédié quelques prélats, nous sommes très proches de Béchou, Carlino. Et puis finalement, acte final, dont tout le monde a parlé à Rome énormément, en septembre dernier, Béchou le pape a accepté, entre guillemets, la démission de Béchou, c'est-à-dire que le pape lui a fait une colère terrible, et a exigé sa démission de tout ce qu'il était, y compris le cardinal, si j'ai bien compris. De ses pouvoirs de cardinal pour voter dans le prochain conclave. Ce qui est assez colossal. Oui, quand même. Sous prétexte donc qu'il avait enfin découvert ce que tout le monde savait déjà, c'est-à-dire qu'il y avait des choses pas claires du tout. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'on ne sait pas tout. Que les choses ne soient pas claires, c'est clair que c'est pas clair. Mais qu'en est-il exactement? On ne sait pas. Si vous voulez, Béchou est un personnage, on peut le dire, pas très sympathique, mais dire moins que d'autres. Et l'affaire, au fond, il y a deux choses au fond de cette affaire. Il
y a premièrement l'avenir, Oui. à savoir le futur conclave, et deuxièmement les finances vaticanes. Les finances vaticanes sont dans un triste état. Oui, c'est ce que je comprends. Il n'y a plus d'argent, l'Amérique paie moins, les musées vaticans, enfin tout le tourisme qui afflue à Rome et qui quand même amène de la trésorerie a disparu à cause de la crise sanitaire, Donc les choses vont mal. Et Béchou faisait partie de ceux qui plaçaient l'argent, si vous voulez, avec des façons peut-être risquées, mais en tout cas qui essayaient de trouver de l'argent. Ouais. Et bon, le fond de l'affaire, c'est cette disette financière, D'accord. je pense. D'accord. Et d'autre part, les incertitudes sur le prochain conclave. Il est évident qu'autour du pape, on s'agite beaucoup pour visser les boulons et pour faire en sorte que le prochain conclave fasse apparaître un élu qui soit dans la ligne actuelle. D'où notamment ces nominations de cardinaux à répétition qui font que désormais 57%, je crois, des cardinaux électeurs sont des cardinaux nommés par le pape Bergoglio. Béchou a la réputation, vraie ou fausse, d'être un possible, non pas papable, si je peux dire, mais en tout cas pouvant être un faiseur de pape. Oui, c'est ça, un grand électeur. Une capacité de vrai ou faux aussi, enfin je vous dis, donne tous les renseignements en vrac qu'on peut glaner de ci de là, il aurait été un soutien ferme du cardinal Tagle. D'accord. Autrement dit, le candidat le plus progressiste. Ouais. Il semble être le dauphin du pape François. Et au point où on en est, la grosse affaire du conclave n'est pas de savoir s'il y aura des candidats de droite en capacité de l'emporter, mais de savoir si la gauche pourra poser un cardinal crédible. D'accord. Et là, la bataille semble être, je mets toutes les précautions oratoires qu'il faut, entre Parolin et Tagle. D'accord. Donc les premiers votes du congrès qui s'ouvraient demain, là c'est vraiment de l'information fiction que je suis en train de faire, mais ça peu importe. Parfois c'est intéressant. Donc il servirait à départager grosso modo ces deux cardinaux. Parce que sinon, s'il n'y avait pas de partage, on partirait vers un candidat centriste. D'accord. Très bien, écoutez... de très réjouissant, mais il est possible que cette affaire soit aussi donc un coup à jambe de Parolin pour savonner la planche de son concurrent. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Labbé, pour ces éclairages. Et donc, nous allons continuer à suivre le développement de cette affaire. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Et nous revenons sur le plateau de Terre de Mission et je reçois Noélia. Bonjour Noélia. Bonjour Guillaume. Vous êtes l'une des auteurs du livre de bord de l'association SOS Maman, dont vous êtes une des animatrices. C'est quoi SOS Maman ? Alors c'est une association qui s'occupe d'aider les mamans dans la rue en difficulté qui se révèlent être enceintes. Parfois, vous voyez une femme qui pleure, elle n'est pas forcément enceinte, mais il se trouve quand même que de nos jours, il y a dans les femmes qui sont dans la rue, plutôt jeunes du reste, parce qu'une femme plus âgée se retrouve chez elle ou finalement avorte plus facilement. Mais une femme jeune qui pleure ou qui se fait taper dessus par son copain ou par quelqu'un dans la rue, on peut toujours s'approcher et il se révèle souvent que c'est un problème de grossesse inattendue qui n'est pas bien géré, soit par le compagnon, soit par un parent qui se révèle être du coup toxique. Et puis la femme peut être seule ou mal accompagnée, mais le but c'est d'aller vers elle, en fait, de sortir de sa zone de confort pour savoir si elle a besoin d'un coup de main. Parfois, elle peut ne pas en avoir besoin, parfois ça peut être résolu très vite, mais aller vers l'autre, c'est déjà faire le premier pas pour accompagner une femme qui a l'air d'avoir de la peine. D'accord. Et ça représente beaucoup de personnes, des femmes enceintes dans la rue. Ça me paraît extraordinairement microscopique comme sujet, non ? Alors,
il y a 250 000 avortements par an en France. On ne compte pas tout ce qui est avortement... on compte les avortements chirurgicaux, mais on ne compte pas tous les autres avortements chimiques. Dans la rue, finalement, ce sont ceux qu'on peut sauver. Parce que une femme qui a les moyens, une femme classique, finalement, elle avorte soit chez elle, soit dans un bloc stérilisé, blanc et propre. Et elle n'est pas forcément accompagnée. Parce qu'avec une légalisation comme la nôtre aujourd'hui, l'étau se resserre autour de l'enfant qui n'arrive pas au bon moment et débouche forcément sur un avortement. Les femmes que l'on trouve dans la rue, finalement, ce sont les héroïnes des temps modernes parce que ce sont les seules qu'on peut aider en plus. Pourquoi ? Parce que finalement, parfois, la difficulté ou la pauvreté ou le moment compliqué qu'elles ont à passer se révèle dans la rue. Parce que la rue est le seul endroit où on peut encore échanger. Finalement, c'est un sujet qui est très, très, très tabou par ailleurs. On ne va pas en parler dans un dîner, on ne va pas en parler dans une réunion de famille. Et l'équipe de SOS Maman est très bien composée pour répondre à cela, parce que cette fourmi de quartier, comme on l'appelle, qui est une femme forcément, et qui, elle, voit ces femmes dans la difficulté, fait donc le premier pas, propose son aide avec un mot, une parole, mais tout de suite la main au portefeuille, parce qu'en fait, on n'aide pas les autres avec que des belles paroles ou des beaux discours. Il ne faut pas avoir d'oursin dans les poches et il faut effectivement proposer une aide qui est souvent financière dans un premier temps. Et ça représente combien de bébés vous avez sauvés pour avoir des ordres de grandeur en fait ? Depuis le début de l'association, depuis 20 ans, c'est 1500 bébés. Et on se rend compte, en fait, quand il y a 1500 bébés qui naissent, qu'il y a autant de mamans qui sont sauvées. Pourquoi ? Parce que finalement, la femme que l'on aide, peut-être qu'avant, elle était dans la drogue, dans la prostitution, elle était tombée dans l'alcool. L'enfant est un enracinement. C'est lui qui sauve, sa maman aussi, à son tour, après. Donc, l'un et l'autre sont liés. Ça met à plat, si vous voulez, tous les grands discours comme quoi l'enfant, s'il n'est pas désiré, s'il n'arrive pas dans une ambiance familiale, sociétale, de couple parfait, il n'aurait pas sa place. C'est faux. En fait, un enfant naît et c'est tout. Enfin, la réalité, elle est là. Et une fois qu'on sait ça, on ne peut plus ne rien faire quand on voit une femme dans la difficulté dans la rue. Ces femmes, vous les accompagnez pendant combien de temps ? Parce que donc, j'imagine que c'est pas le tout de donner une fois 5 €. Pour qu'elle mène sa grossesse à terme, il faut l'accueillir pendant toute sa grossesse, un peu après. Comment vous avez raison. J'ai beaucoup simplifié, mais en réalité, c'est difficile parce que cette femme, on fait connaissance dehors, et puis où elle nous est amenée par le bouche à oreille, mais il faut l'aider pendant sa grossesse, soit en la logeant, soit en la renvoyant dans sa famille, parfois qui peut habiter en province, à l'étranger. Donc là, il faut avoir un système d'entraide plus international. Et les 3 mois qui suivent la naissance de l'enfant, on les aide aussi avec la même somme d'argent. Parfois, il faut les loger. Donc on a 4 studios à Paris qui logent ces jeunes filles, ainsi qu'une dizaine d'hébergeuses en province ou à l'étranger, qui, elles, sont des femmes peut-être d'une 50aine d'années, qui ont eu des enfants, qui sont partis, qui ont des chambres vides, et qui sont ravis finalement d'avoir ces mamans à aider, qui vont avoir leur grossesse d'une manière très paisible, qui vont vivre leur grossesse d'une manière très paisible chez elles. D'accord. Et vous avez des systèmes de maraude dans les rues, ou vous savez à quel endroit trouver telle femme en détresse ? Non, il n'y a pas, vous avez raison, il n'y a pas d'endroit spécifique. En fait, je pense que quelque part, on pourrait chacun être une fourmi de quartier, si ce n'est que j'ai l'impression quand même que cela fait appel à un certain don pour repérer la détresse chez l'autre, pour avoir cette empathie. Les femmes qui travaillent chez SOS Maman sont vraiment exceptionnelles. Donc ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que premièrement, ceux qui aident dans l'association autour sont des personnes qui, selon leur tempérament, peuvent soit prêter leur voiture pour faire les déménagements de maman, soit s'occuper de la comptabilité et de faire venir les dons, soit de prendre les décisions qui sont compliquées
avec la fameuse fourmi de quartier, parce qu'il faut parfois loger dans la même journée la maman, le soir même, l'emmener à l'hôpital pendant la journée si elle s'est fait taper dessus, parce que généralement ça part de symptômes assez violents qui sont repérés par nous. Et la deuxième chose que cela veut dire, c'est que nous, à quoi ça nous renvoie, qu'est-ce qu'on peut faire chacun de nous finalement sur un sujet qui est aussi vaste que l'avortement, parce que sur 25-35 ans de fécondité, on imagine bien que toutes les femmes ont leur nuit blanche, ont leurs angoisses par rapport à cela, et puis ont une tentation d'avortement. Quelque part, les femmes ont peut-être toutes les bonnes raisons d'avorter. Le but, c'est d'en sortir par le haut et de les aider à ce qu'elles n'y soient pas poussées. Et donc chacun, peut-être parfois certains avec des dons effectivement d'argent, des aides ponctuelles ou mensuelles, chacun peut aider à sa manière pour que des gens formidables comme notre fameuse fourmi de quartier ou le fameux décideur fassent le job par derrière. Parce qu'il y a quand même des cas très très compliqués. En fait, tous les cas de la rue ont l'air simples, mais parce que les filles veulent avoir leur bébé, toutes. Toutes. Ah oui, toutes, elles veulent toutes avoir leur bébé. C'est ça qui est le plus dingue, sauf qu'elles viennent de milieux ou de situations qui sont compliquées où l'entourage ne le permet pas. Donc en fait, c'est souvent un problème plus de sécurité que de volonté. Une femme, par nature, elle sait bien que c'est la pire des mutilations, l'avortement. Elle a envie de s'en sortir. Bien sûr, mais elle a envie de transmettre. On dit qu'en gros, en France, il y a une femme sur deux, en gros, qui aura un avortement au cours de sa vie féconde. Peut-être un peu moins d'une femme sur deux, mais enfin au moins une femme sur trois, ce qui est quand même déjà considérable. Ce qui veut dire que mécaniquement, on en connaît tous beaucoup. Et on n'a pas l'impression que ça soit... En tout cas, j'allais dire, dans les bons milieux, on n'a pas l'impression que ce soit une question de violence, de refus du compagnon, je sais pas quoi. Ça a l'air d'être aussi, j'allais dire, un peu une dénaturation, le fait que l'enfant puisse apparaître simplement comme... Aujourd'hui, dans la culture contemporaine, on a l'impression que l'enfant est un dérangeant, quoi. C'est plus la transmission de la vie qu'on regarde, quoi. Ouais. Alors c'est pour ça que quelque part les pauvres sont parfois les mieux planqués, parce que ils sont pas dans cette culture du conformisme, du nihilisme, de la décadence. Avec SOS Maman, finalement, ces filles n'ont... Enfin, il manque jamais grand-chose pour qu'elles deviennent justement des héroïnes, et qu'elles s'enracinent, que cet enfant soit cette preuve d'enracinement pour elles. Il y a un autre sujet qui est celui de la soumission à l'homme, parce que ces mamans se retrouvent en porte-à-faux, en fait, pas avec le géniteur de l'enfant. Et il faut aussi prendre ces distances. Donc, elles l'apprennent avec le temps, que la femme n'a pas à être soumise au désir de l'homme. Il y a quand même des religions où c'est compliqué, il faut quand même en parler. Et puis après, qu'elles apprennent à s'entourer bien, c'est-à-dire qu'un homme qui n'est pas prêt à se battre pour vous et votre enfant, il a affaire autour de vous. Voilà. Donc on est là aussi pour leur permettre de pallier à cela pendant un certain temps. Mais ce qui est formidable finalement dans les histoires de sauvetage de ces bébés et de leur maman, c'est qu'après la naissance, les mamans, on n'en entend plus parler. Enfin, il y en a quelques-unes qui donnent des nouvelles, mais ça reste un épiphénomène. Finalement, c'est normal d'aider quelqu'un dans un moment de détresse. Vous avez un coup de blues, je vous aide. Vous avez un souci, je vous file un coup de main. Enfin, vous voyez, on est tous là pour s'entraider les uns les autres. Là, ça a l'air quelque chose d'énorme parce que... C'est quand même très impressionnant, objectivement, de sauver 1500 enfants. C'est pas rien quand même, mais moi je trouve ça vraiment très impressionnant personnellement. Ah oui, Kelly est né, un petit garçon est né il y a 2 jours, 3 kg 100, voilà, à côté de Paris. Oui, quand toutes les semaines il y a des naissances, oui, c'est vrai que je pense qu'il y a une certaine légitime fierté à avoir. Oui, c'est ça exactement. Je pense qu'il y a vraiment de quoi être oui, j'allais dire chapeau à l'artiste quand même. C'est pas rien de se battre tous les jours pour obtenir, même si c'est à la fin des fins qu'une centaine par an, mine de rien, 100 par an, c'est toujours, d'abord ça fait 100 anges gardiens qui prient pour nous, ça fait c'est pas mal quand même. Moi je trouve que c'est objectivement un bilan qui évidemment on voudrait faire beaucoup plus, mais c'est un bilan qui est quand même pas nul. Dans notre monde, c'est même incroyable. Finalement,
C'est parce que ce sont des exceptions, mais qui ne se trouvent que dans la rue. Comment face à un étau qui se resserre autour de toutes les femmes, certaines arrivent à s'en sortir? Finalement, c'est un mystère. Et pour moi, le plus lugubre de la culture de mort, c'est d'avoir réduit le drame de l'avortement à une question de statistiques. Et donc, on y contribue aussi. Tous les ans, on dit, cette année, c'est 230 000, 240 000, c'est de pire en pire. Mais c'est pas des chiffres, ça, c'est des êtres vivants, quoi. Et puis c'est à chaque fois 3, 4, 5 êtres vivants. C'est un médecin, c'est une femme, c'est un enfant, c'est le père. Enfin, ça ravage quand même à une vitesse assez terrifiante, je trouve. Donc c'est pour ça que moi, encore une fois, je reviens à ce que vous faites, parce que l'objectif, c'est pas de parler du drame de l'avortement, mais je trouve que sauver 1500 enfants, ça fait autour sauver 3000 personnes directement. Il y a évidemment ceux qui ont participé au sauvetage qui montent un peu, d'une certaine façon, prennent un ascenseur vers le ciel. Enfin, tout ça est loin d'être insignifiant. Mais vous avez raison de le préciser, parce qu'en fait, finalement, la légalisation de l'avortement fait que tous les avortements qui ont lieu tous les ans en France ne sont pas les mêmes avant qu'après la légalisation, parce que la somme des avortements, en fait, n'est pas égale avec avant ou après la légalisation. Nous sommes tous complices, structurellement, de toutes les femmes qui avortent et à qui on file pas, du coup, un autre coup de main par ailleurs. Donc, structurellement, on est complices, mais conjoncturellement, on a quand même notre liberté, et celle-ci, elle ne peut se jouer, finalement, que dans la rue. Parce que, comme je vous dis, partout ailleurs, c'est un sujet tabou. Donc, il faut savoir user de cette liberté, se rendre compte aussi que la femme qui n'a pas avorté, dans sa vie, ça reste quelque chose d'assez impressionnant pour elle, parce qu'elle a déjà vaincu la mort. Donc, il faut voir comment sont ces femmes après avec leur enfant. C'est merveilleux de voir comment elles se battent comme des lionnes. Enfin, ça devient c'est des super-héroïnes, hein, franchement. Parfois, on leur arrive pas à la cheville. C'est merveilleux de voir qu'avec rien du tout, finalement, la femme retrouve son centre de gravité et que cet enfant qui part peut-être d'une demi-faille va s'en sortir par le haut. Je trouve que dans une société aussi riche que la nôtre, c'est quand même important de montrer qu'il y a des moyens d'en sortir par le haut. Et donc vous disiez que de façon générale, vous ne revoyez plus les femmes que vous avez aidées ou les enfants que vous avez... Ça vous arrive quand même d'en croiser de temps en temps ou d'avoir des nouvelles des uns et des autres? Il donne des nouvelles. Mais disons que SOS Maman travaille un peu comme une association de pompiers. Si vous voulez... Le pompier, il vient, il vous aide, il monte, il prend l'échelle, il risque sa vie pour vous, il vous sauve, il vous descend de l'appartement, vous filez à l'hôpital. Le lendemain, vous lui repassez pas un coup de fil. Donc, SOS Maman, c'est pareil. On ne demande pas à faire partie de la vie des mamans. On n'a pas. Et puis souvent, on préfère oublier les gens avec qui on s'en est sorti parce que voilà, ça reste un épisode qui reste parfois douloureux. Et il n'y a pas d'intérêt. Et puis il n'y a pas de couronne de laurier à tresser. Dernier sujet, parce qu'on arrive au bout de cette émission. Comment est-ce qu'on peut vous aider, à tout point de vue, quoi. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Alors, il y a un livre extra qui s'appelle le livre de bord de SOS Maman, qui relate toutes les histoires, quelques centaines d'histoires des mamans de 2003 aujourd'hui, quasiment. Et ce livre est merveilleux parce qu'il nous fait rencontrer ces femmes. On ne rencontre pas tous les jours des femmes formidables, mais là, on en a beaucoup d'un coup. Et après, il y a les dons, évidemment, parce que chacun apporte à son niveau. Voilà, c'est tout simplement cela. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Bravo pour ce que vous faites. Et tous nos vœux vous accompagnent et toutes nos prières vous accompagnent surtout. Merci infiniment. Et pour conclure cette émission, chers amis, comme je le fais souvent en ces périodes d'assignation à résidence pour cause de mystérieux virus, je vous propose quelques conseils de lecture. Alors qui partent un peu dans tous les sens, comme à chaque fois. Le premier conseil, on aura sans doute l'occasion d'en reparler avec l'auteur, mais c'est le très bon petit livre du père Michel Viau, qui vient de temps en temps sur Terre de Mission,
qui vient d'écrire un petit livre qui s'appelle « La France a besoin d'un roi » aux éditions Via Romana. Évidemment, c'est pas un manifeste royaliste au sens classique du mot, c'est une discussion sur le fait que la France manque cruellement d'un enracinement dans l'histoire et d'un enracinement spirituel, deux choses que peuvent apporter un roi sacré. Et donc, l'abbé Viaud, que personnellement j'avais connu en 93 à l'époque du bicentenaire de la Terreur, quand il était encore protestant, pasteur protestant, je me réjouis de le voir de nouveau à nos côtés. Je savais déjà qu'il était royaliste, mais je me réjouis de le voir à nos côtés sur cette question importante du régime, ce que, en quelque sorte, finir le travail de la Constitution de 1958 en lui mettant un enracinement historique incontestable. Voilà, donc Abbé Michel Viaud, La France a besoin d'un roi, aux éditions Via Romana. C'est un petit livre de 299 pages qui coûte 12 €. Deuxième petit livre, paru aux presses de la Délivrance, c'est un livre du journaliste, du vaticaniste italien Marco Tossati, qui est l'homme qui a publié la première lettre de Monseigneur Vigano, l'archevêque l'archevêque qui était nonce apostolique à Washington et qui a accusé très clairement et très durement d'ailleurs le pape François d'avoir su les turpitudes du cardinal McCarrick, le fameux pervers qui a régné sur l'Église américaine pendant des années et qui a été relevé du cardinalat il y a quelques mois. Et donc, Monseigneur Vigano avait dénoncé cet état de fait et Marco Tossati explique un peu les dessous de cette lettre. Donc c'est Marco Tossati, Vigano et le pape. Les presses de la Délivrance ont donc traduit un petit livre italien qui est très documenté et très intéressant. C'est un livre qui coûte 10,50 € et qui fait 110 pages. Et dernier ouvrage de Patrick Balchiero, pardon pour la prononciation, je ne sais pas très bien comment ça se prononce, sur la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. Nous fêtons cette année le 100e anniversaire de sa dédicace et donc c'était une très belle occasion de remémorer, là aussi on aura sans doute l'occasion d'en reparler sur Terre de Mission, mais en attendant, je vous conseille ce très bon ouvrage historique, La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, de Patrick Balchiero aux éditions Artege. C'est un livre de 260 pages qui coûte 18,90 €. Voilà, c'est ainsi que s'achève notre émission Terre de Mission. La semaine prochaine, ce sera Jean-Pierre Mogendre qui animera. Et donc nous nous retrouvons dans 3 semaines. D'ici là, que Dieu nous garde.